Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire notre petite routine habituelle, c'est-à-dire analyse de fondamentales, techniques et sentiments. Allez, intro. Alors, en daily, c'est plutôt pas trop moche au sens où on a cette cassure de trend ici, vous le voyez sur cette trend ici qui est au-dessus, et où c'est plutôt mignon en termes de cassure. On peut dire qu'elle est cassée en daily, puisque vous le voyez, on a clôturé 2 bougies au-delà de cette trend, hein, tout simplement. Maintenant, la difficulté, c'est de dire, si on regarde l'index... en fait, on est dessus. Vous le voyez, l'index c'est la somme de tout sur tous les exchanges, voilà. Et là, on l'a mise un petit peu plus proprement. Et en soi, on a toujours tendance à larver très légèrement en dessous. Donc, je donnerai pas cette cassure comme approuvée sur certaines, étant donné que quand on regarde la grosse photo, entre guillemets, on n'est pas encore tout à fait certain que cette structure a littéralement cassé. En tout cas, on reste sur une haussière en ce qui concerne le daily 4 heures, et une weekly qui pour l'instant reste baissière tant qu'on n'arrive pas à prendre le haut qui est ici, c'est-à-dire 70 000 $. Je pense qu'on va y aller, sincèrement, mais on va voir que la liquidité se charge en bas, et ça risque d'être un petit peu dangereux. On le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce qu'on peut voir en tout cas par rapport à ce qu'on avait dit hier sur les plus petites TF, c'est-à-dire l'intraday, hier on avait dit un signal haussier, ça serait de tenir la petite trend ici, sur cette accélération de momentum sur le 4 heures, et c'est le cas, vous voyez qu'on rebondit dessus et on essaye d'aller plus haut, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Dorénavant, on aura cette résistance daily ici à venir casser si jamais on veut tout simplement aller plus haut. Mais on avait regardé on était allé jusqu'aux 15 minutes et on avait dit qu'effectivement, si on arrivait à casser la petite distribution qui était en cours ici, c'était éventuellement le signal qu'on allait faire une nouvelle impulsion, qu'on pourrait éventuellement considéré dans cette TF là, d'accord, donc en l'occurrence, voilà, la zone des 69 500, bref, le top précédent. Pour l'instant, on temporise sur 68, ce qui est plutôt normal. En termes de structure, c'est joli. En termes de liquidité, c'est pas très joli. En termes de fondamental, c'est plutôt joli. Bref, on va voir un petit peu où tout ça va nous mener. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez aider la chaîne, n'hésitez pas à venir vous affilier sur Bluffin et BitGet, qui sont les deux partenaires, avec le code CryptoSignal FR, et que tous les bénéfices de la chaîne, affiliation compris, sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc voilà, n'hésitez pas. Concrètement, on ira faire le 15 minutes en fin de vidéo, en conclusion, une fois qu'on aura regardé les deux autres pieds du tabouret d'une analyse de marché, qui sont l'analyse fondamentale, la news, ainsi que l'analyse de sentiments, c'est-à-dire la liquidité. Ici, Ethereum, on voit que ça larve toujours en bas, c'est toujours sur support. On l'avait dit, à partir du pivot de la Fed, il y a souvent un lag entre 30 et 60 jours avant que les altcoins se mettent effectivement en place. Beaucoup de gens disent qu'il n'y aura plus d'alt-season, que c'est terminé, que désormais, dans cette phase institutionnelle de Bitcoin, on va dire que c'est plutôt Bitcoin qui va tout simplement damer le pion à tout le reste pendant un certain temps. Ça reste une possibilité qui existe maintenant, moi j'y crois pas du tout. Je pense que les choses se font comme elles doivent se faire, et que en l'occurrence ici, pour moi, à la fois pour Ether et pour le reste des altcoins, ça n'est qu'une question de temps avant que l'argent gratuit coule à flot et qu'on puisse tout simplement... partir plus haut. Ce qu'on peut regarder sur Ethereum, c'est, vous le voyez ici, possible triangle ascendant, ça on a déjà parlé, qui est une figure de bottom potentiellement. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est que finalement, Ether est dans une compression, hein, je pense que c'est assez facile à analyser ici. C'est-à-dire que Ether est en ce moment, plus ou moins, en tout cas, tant qu'on n'a pas retouché donc cette idée d'un triangle ascendant, c'est-à-dire quelque chose d'oblique qui vient casser quelque chose de plat, ce qui est plutôt rare, en général c'est plutôt l'inverse. Pour l'instant, tant qu'elle n'a pas eu lieu, on ne peut pas en parler, et également on est en ce moment dans cette compression en triangle, pour le moment sur Ethereum. Compression qui, si elle ne casse pas, irait plutôt dans le sens d'une continuation, c'est-à-dire vous avez une impulsion, une compression, et puis ensuite la décision se fait. En général, alors c'est de l'ordre du 54-55%, c'est pas énorme, c'est quasi une chance sur deux, mais c'est 3-4-5% et bien de statistiques que vous avez en fonction de ce que nous dit la structure, sont toujours bonnes à prendre.
Mais en tout cas, ce qu'on veut voir ici, c'est Ether au moins casser ceci, d'accord? En daily, ça me paraît fondamental pour que, même si on a un rejet ici, retour sur trend, et qu'ensuite on vient faire effectivement ce triangle rectangle, pour le moment il n'existe pas, pour le moment on est dans un triangle symétrique de creux, et je vous en sors les statistiques exactes, puisque je ne veux pas vous dire de conneries dans une seconde. Donc le triangle symétrique de creux, en général on a 57% de sortie baissière. Donc c'est une figure qui en général casse plutôt vers le bas, comme je vous le disais, une figure de continuation. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut voir là-dessus? On veut voir déjà, encore une fois, cette trend là être cassée et Ether à minima retourner, peut-être même prendre, mais en tout cas retourner légèrement plus haut, c'est-à-dire 2746, auquel cas on se dira, ok, on a eu annulation, entre guillemets, du triangle symétrique de creux, et là on pourra éventuellement jouer le triangle ascendant. Voilà un peu l'idée. Pour le moment, c'est pareil. Cette figure, elle n'existe pas tant qu'elle n'est pas réellement cassée. C'est-à-dire qu'on ne perd pas l'accumulation qui est ici, d'accord? Ici, vous avez une distribution qui se bat contre une accumulation. Personnellement, je vois des afflux sur les ETF qui sont pas trop mauvais. Ils sont bien en deçà de ce que nous dit Bitcoin, mais qui sont pas trop mauvais. Donc, personnellement, j'y crois. Est-ce que c'est le bon cheval? Disons que je ne mettrai pas la maison dessus, mais que je trouve que ce sont des endroits où Ether peut éventuellement tenir son support contre BTC. Et bien sûr, là, je parle de celui-ci, celui à 0,38. Il a plus ou moins réagi pas trop mal pour le moment, et voilà, il faut surtout pas que ça casse, et pour le moment, Ether reste toujours en tendance baissière par rapport à Bitcoin, mais il faut surtout pas perdre ça. Faute de quoi, ce serait plutôt un retour sur les 0,035, ce qui serait vraiment pas très glorieux pour Ethereum contre Bitcoin. L'altcoin dominance, donc ici on regarde le pourcentage, quelle est la proportion des altcoins qui sont tout simplement partie intégrante du marché. On est en ce moment autour des 19-20%. On avait ici une jolie borne de range qui avait été passée, et finalement on a échoué sur ce 4 heures, un petit peu ici, là, à la recherche dans cette imbalance quelque part. C'est pareil, c'est sur support, donc on peut pas réellement statuer sur est-ce qu'on retourne finalement aux 19% de dominance sur les altcoins, ce qui veut dire qu'elles vont un petit peu saigner. En tout cas, on voit que la trend est perdue ici, et que on a quelque chose qui ressemble, on va dire ça comme ça, ici, 1, 2, 3, là, vous voyez, ça doit prendre un caractère correctif. Pour le moment, on a ça qui prend un caractère impulsif, ça qui prend un caractère correctif, et ça qui prend un caractère impulsif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une impulsion, une correction, une impulsion. Ça, c'est une forme de tendance baissière. Ce qu'on veut voir désormais, c'est une réaction sur support, et qu'effectivement, tout simplement, tout ça se remette et casse vers le haut, et nous donne finalement ce caractère impulsif-là. Ici, correction, vous le voyez, plus ou moins en triangle, plus ou moins en compression, et ensuite un nouveau caractère impulsif. Donc en soi, ce qu'on veut voir sur l'altcoin dominance, c'est tout simplement qu'il y ait quelque chose d'impulsif vers le haut à nouveau, puisque sur le fond, vous le voyez, on est dans une tendance haussière ici, la A, B, C, comme ceci. Donc ce qu'on veut, c'est que ça nous donne une 1, 2, 3, 4, 5. Nous donner une 1, 2, 3, 4, 5 voudrait dire, tout simplement, ou admettons, ici, fond de 4, et on repart ici, forcément une sorte de diagonale, ou quelque chose qui nous permettrait tout simplement de marquer le bottom sur les altcoins. Pour le moment, c'est pas le cas, et encore une fois, il y a toujours un lag, tout le monde parle ici d'altcoin season dès qu'on pivote. Ça n'est pas le cas en général. On a très peu de retours, on a très peu d'historique là-dessus, mais en général, on a quand même un petit lag entre le moment où les altcoins viennent faire leur beurre. D'une manière générale, quand je regarde la structure dans son côté un peu daily, ce qu'on peut dire, le danger, ça j'en ai déjà pas mal parlé, c'est d'avoir fait une impulsion, une grosse correction ici, et d'aller aux 12% de dominance. C'est-à-dire là, pour le coup, Bitcoin prend une place énorme, Ether se casse la gueule aussi, et là, il n'y a pas Ether dedans, mais les altcoins encore plus. Si on peut mettre 3 niveaux de risk on va dire que Bitcoin est le moins risqué. Enfin, le moins risqué, on va dire que ça va être les stablecoins, en risque 0. 1, ça va être Bitcoin, 2, ça va être Ether, et 3, ça va être le reste des altcoins. Donc ici on est dans l'indice 3 du risk on,
Et ce qu'on veut voir, c'est que ce support-là, finalement, tienne, et surtout pas perdre les 19% pour le coup. Si on arrive à retourner en bas, là, il faut que ça tienne, et il faut que tout ça soit un range de réaccumulation des altcoins qui, finalement, casse vers le haut et que ça devienne une structure de retournement. Validation de cette structure de retournement autour des 24% de dominance, d'accord ? Où là, vous aurez un énorme W sur les altcoins qui vous dira « Ok, c'est probablement reparti pour aller à 35% de dominance. » Voilà un petit peu l'idée. Est-ce que j'ai quelque chose en weekly vraiment à dire là-dessus? Parce qu'on fait rarement du weekly sur l'altcoin dominance. Pas forcément assez d'historique. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que on avait une très forte distribution sur les altcoins ici qui les a emmenés à 18% de dominance. Ensuite, on a eu une cassure de cette distribution. On a eu tendance à faire du ski dessus, c'est-à-dire ici à larver. On a eu une belle impulsion et puis ensuite rejet et puis ensuite on a larvé sur l'ancienne distribution précédente. Il faut surtout pas avoir cette continuation ici. Pour moi, voilà, les 19%, c'est un signal excessivement haussier. Prendre 24%, c'est dire on fait la structure de retournement qui nous permet éventuellement de retourner aux 35, peut-être voire plus, à voir. Pour le moment, en tout cas, on voit que les altcoins rejettent autour des 35, et ça depuis 2019. J'ai pas plus d'historique ici, mais on voit que c'est vraiment un point sur lequel les altcoins rejettent. Attention, parce que 12 est possible, c'est-à-dire que vous voyez ici une A, une B et une C qui nous emmènent à 12 sur les altcoins. Reste toujours une possibilité, d'accord ? C'est quelque chose qui reste toujours possible. Donc, personnellement, je touche pas trop les altcoins pour le moment, sauf celles que je considère, même si elles sont divisées par deux, admettons, j'aurais quand même acheté un bon asset, voilà, qui semble être sur support et qui a du fondamental excessivement intéressant. Voilà pour le technique, on va passer sur le Fonda. Ça va être assez rapide, je vous le dis tout de suite. Les afflux ETF, quand on regarde Ethereum, excusez-moi, hop, comme ceci. Ethereum est à 50 millions hier, c'est plutôt une belle journée pour Ethereum, assez peu de sorties sur Grayscale. Et sur Bitcoin, on est à 470 millions. Un demi-milliard à nouveau qui rentre sur les ETF Bitcoin, ce qui est une très bonne chose. Encore une fois, faites attention, c'est pas l'argent de BlackRock qu'on voit là, c'est l'argent des clients de BlackRock. Il faut bien faire le distinguo. Également ici, 60-40, Donald Trump très largement, en avance sur les paris en ce qui concerne les sondages, en ce qui concerne l'élection. Ici, la mort du chef du Hamas à Gaza. Ici, WorldCoin qui lance un Layer 2 sur Ethereum et qui se renomme en World. BlackRock qui a pris 1 milliard, on l'a dit, sur la semaine dernière. Ça, on en a déjà parlé hier aussi. Vitalik qui voudrait qu'on aille à 100 000 transactions par seconde grâce au Layer 2. Une analyse ici qui dit qu'il y a 26 millions d'Américains qui votent en fonction plus ou moins de la crypto. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un sujet électoral assez massif. Ici, la Chine qui montre du support au marché après que les datas montrent que l'économie s'est ralentie. Je me fais pas trop de soucis pour la Chine personnellement. Ray Dalio, qui est un trader que j'adore vraiment, qui nous dit que la Chine a besoin de moins de leverage et de plus de stimulus encore pour éviter une crise de la dette. Le marché des actions qui se repose sur ce candidat pour gagner les élections. Et pas grand chose sur le calendrier économique, on commence la saison des earnings, on est dans le bancaire actuellement, donc nous ça nous intéresse pas trop, ce sera plutôt la semaine prochaine en ce qui concerne le reste. J'en profite pour vous dire de mettre un like si le contenu vous plaît, abonnez-vous également, mettez un commentaire d'encouragement, toujours si le contenu vous plaît. Il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines là, c'est-à-dire que je pars en vacances dans les pays de l'Est. Je me fais Budapest, Vienne et Prague avec ma femme, ça va être cool.
Et donc du coup, pas de vidéo pendant les 2 prochaines semaines, vous m'envoyez, désolé. On passe sur la liquidation. Au même titre qu'hier, on voit qu'Ether a corrigé, a déleveragé 60 millions, alors que Bitcoin a déleveragé plutôt du short et plutôt une trentaine de millions. On voit ici que, globalement, on a pris plus de long que de short, alors que BTC est monté, d'accord, ce qui va plutôt dans le sens d'altcoins qui ne sont pas encore dans leur momentum. On l'a expliqué, risque 0 stablecoin, risque 1 Bitcoin, risque 2 Ethereum, risque 3 le reste des altcoins. Pour le moment, on est tout à fait encore dans un contexte de risque 1. Donc voilà, ça c'est intéressant de voir que Papa Bitcoin va dans un sens et les altcoins dans un autre. Assez souvent, quand il y a des divergences dans ce sens-là, ça a tendance à se mettre à l'inverse. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que c'est plutôt des zones où il vaut mieux rentrer que autre chose. Je mets en pause une petite seconde. Le carnet d'ordre au spot, on commence à se charger à l'achat. C'est dommage, on avait un joli mur d'ordre ici qui malheureusement a disparu depuis qu'on est reparti un petit peu plus haut. J'ai pas excessivement d'ordre qui se faxe ici sur cette petite montée 15 minutes depuis hier soir. J'ai des ordres qui persistent ici sur la zone des 66 à peu près. J'ai des petits ordres à la vente qui apparaissent, mais c'est pas foufou. Vous voyez qu'il y avait des ventes ici sur cette zone-là qui finalement se sont ravisées. Donc globalement, c'est assez neutre en termes de carnet d'ordre au spot. Ici, alors là, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Globalement, j'ai 2 points de longue à prendre. Hein, ça, c'est depuis qu'on a fait les vidéos, on les avait montrés. On a dit que c'était des endroits où il y avait quand même un petit peu de liquidité en attente. Par contre, ici, j'ai une augmentation du prix, augmentation de l'open interest, mais j'ai un funding qui reste stable. Ça veut dire que globalement, on est très légèrement shorté sur le top. Ici. Donc ça c'est plutôt pas mal, on va dire si ça short, globalement le prix aura tendance à aller chercher ces prix-là pour pouvoir tout simplement aller vendre. Tout ce qui a été accumulé long sur ces zones-là va venir chercher un petit peu plus haut pour pouvoir aller vendre ces contrats. Ce qu'on veut maintenant c'est des nouveaux arrivants, on veut une FOMO qui n'arrive pas. On est sur un marché qui est littéralement basé sur les dérivés, basé sur le levier, hein, avec une demande au spot qui n'explose pas. Hormis les ETF, il n'y a pas réellement de nouveaux arrivants sur la crypto. On va dire qu'on est toujours entre nous, malgré le fait qu'on soit pas si loin de l'ATH finalement. Donc ce qu'on veut, c'est des nouveaux arrivants qui achètent l'ATH et qui permettent tout simplement, cette FOMO va nous emmener au-delà de l'ATH, potentiellement va nous emmener, hein, c'est pas un futur, peut nous emmener au-delà de l'ATH. Et là, cette nouvelle vague d'entrants, finalement, feront que même ceux qui pensaient qu'il y avait, qui étaient déjà dans le game, mais qui pensaient qu'il y aurait une correction ou un rejet sur ATH, vont se retrouver à devoir acheter plus haut. Et là, les nouveaux entrants eux-mêmes devront faire des entrées qui sont encore plus hautes. Les gens vont voir que ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est la peur de fear of missing out. Il y a 3 peurs en trading. Vous avez la peur de manquer une opportunité, donc la FOMO. Vous avez la peur d'avoir tort, et ça c'est une des pires en trading, c'est-à-dire insister sur un scénario et finalement rajouter de l'argent, mais tout ça pour tout simplement ne pas vexer votre ego, et ça il faut faire extrêmement attention à celle-ci. Et la troisième, ça va être la peur de perdre, la peur à l'inverse, celle qui va plutôt vous paralyser avant un trade ou un investissement, celle qui va tout simplement vous dire bah non, ou alors j'ai trop perdu, ou alors j'ai peur de perdre cet argent, donc je vais être extrêmement timide. Les trois ont leurs effets néfastes et ont leurs effets positifs, mais en règle générale, on va essayer de se battre contre les trois pour les mettre à peu près au même niveau. Ce sont des peurs qui sont naturelles et qui sont émotionnellement relativement normales. Globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit typiquement ce que j'avais dit là, juste avant sur les points de leveraging à venir prendre. Vous voyez qu'il y a quelque chose à venir prendre entre 63,6 et 64,8. Il y a quelque chose à venir prendre sous 66,6 désormais, puisqu'on y est retourné. Donc on a laissé le temps aux longueurs de venir se positionner sur cette zone-là. Et puis, il y a effectivement un petit peu de short au-dessus de la structure, même si une petite partie ici a été liquidée. Et sur iBlock, ça n'a pas l'air violent, d'accord, la manière dont on est shorté. Moi, je l'aurais vu un peu plus violente quand on a regardé le funding. Ici, on le voit, c'est la même chose, hein, 64,5 étant une zone de liquidité weekly, peut-être à venir revisiter, et puis ça se charge en short au-dessus. Pourquoi? Parce que là, on larve, on vient toucher ce point-là, on y revient une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Au bout d'un moment, ces poches de liquidité-là sont potentiellement traversées.
Et Ether, alors je trouve ça étonnant. Bon, sur Binance, on n'a pas du tout ça sous les yeux, mais que Ether liquide 60 millions, alors je pense que c'est sur Bitfinex, peut-être probablement que ces gros trades sont perdus. Liquide autant de longues. On va aller voir d'ailleurs, je mets en pause une petite seconde. Oui, donc j'ai regardé sur BitMEX, Femex et sur Bybit, on n'est pas sur des très grosses liquidations. Je pense que c'est sur Bitfinex, malheureusement. J'ai pas les chiffres, on pourrait les trouver, mais je les ai pas là. Et la heatmap sur Ether, bah, globalement on est sur à peu près le même délire, hein, on va dire, que BTC, sauf que Ether a une belle poche de liquidité, lui autour des 2546, là où celle de Bitcoin est à, je le rappelle, pour le moment en weekly en tout cas, 65 000. On va regarder juste vite fait. Donc là on a Binance, Bybit et BitMEX ensemble. On va regarder vite fait, allez, là, 3 mois, je pense que c'est bien, pour avoir une idée un petit peu plus large. Globalement, ce qu'on peut voir sur la 3 mois, c'est qu'on manque un peu de liquidité intermédiaire. Et depuis qu'on a fait ce push ici, vous comprenez qu'on est venu cueillir ce qu'il fallait cueillir, c'est-à-dire les 66 millions. Pour le moment, on a une jolie demande sur les ETF qui nous permet de continuer à pousser pour éventuellement aller à 70. Vous voyez ici que ça s'est chargé en liquidité. On a un petit peu de liquidité intermédiaire, certes à 64, mais vous voyez qu'on n'est pas chargé, entre guillemets, comme on aurait pu l'être, par exemple, quand on était ici. D'accord. Là, typiquement, le prix est venu faire OK, je viens chercher cette zone parce qu'il y a énormément d'ordre à prendre. Même chose ici, il est remonté, revenu chercher la liquidité intermédiaire et derrière, il est venu chercher finalement tout ce qu'on avait mis en place sur le rebond. C'est-à-dire, on a un peu larvé le rebond ici, c'était pas une mèche et je repars. Et donc, du coup, on a laissé ici un petit peu de liquidité qu'il est ensuite revenu chercher autour des 58. Donc, en soi, est-ce qu'en 3 mois, ça en est fini de ce mouvement? Pas nécessairement. Vous voyez ici qu'on pourrait temporiser entre 66 et 68 pendant un certain temps, et puis finalement choisir une direction en fonction de, pas forcément là où il y a le plus d'ordre, mais là où les costards-cravates sont peut-être positionnés dans un sens, vous le comprenez ici, quand je dis costards-cravates, c'est les institutions, positionnés dans un sens. Donc c'est peut-être eux qu'on voit ici, et finalement ils demandent à ce que à distribuer plus haut si possible. Et aller chercher des liquidations plus haut voudrait dire distribuer plus haut, puisque je le rappelle, bah, quand vous clôturez un short, quand vous êtes liquidé d'un short, c'est un acte d'achat forcé de BTC, puisque vous avez shorté, c'est-à-dire vous avez fait une vente à découvert, vous avez emprunté un BTC pour le revendre après l'avoir acheté. On va pas reprendre ici les bases. Concrètement, on va sur la 15 minutes direct. Bon, ça tient le 1 heure, vous l'aurez compris, en momentum, pour l'instant ça tient. On avait dit hier, ça a l'air plutôt correctif quand même. Tout ça, là, cette espèce de petit canal un peu larvé, en l'occurrence, on a une impulsion supplémentaire, donc tant mieux. Attention à ce qu'elle soit pas rejetée par les 68, mais je pense pas que ça soit le cas. Personnellement, au vu de tout ce que je vois, je pense plutôt à une flat, c'est-à-dire faire quelque chose comme ça, tenir éventuellement 66 pour le moment, refaire un push jusqu'à 69,5, 70, le prochain niveau, hein, globalement, qu'on avait noté ici en 4 heures. Et puis là, marquer un rejet plus important pour éventuellement revenir, si vous voulez, vous auriez ici une 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite une 2, ça c'était la 1, et vous aurez une grande 2, dans une time frame plus importante. Je vois bien les choses se mettre en place comme ça, en tout cas au vu de ce que je vois, d'accord. Si on veut une flat, globalement, là-dedans, c'est-à-dire ici, impulsion, correction, impulsion, quelque chose d'assez larvé et que ça nous donne effectivement cette flat. Parce qu'on a de la liquidité à prendre autour légèrement en dessous même, sous la structure qui est là, je trouve. En tout cas, il y en a un petit peu. Donc je verrais bien le prix y aller, venir la chercher, et pour le coup, ici se raviser et faire le push supplémentaire pour aller à 70. Voilà, au vu des développements, ce qu'on pourrait dire. 7.5 est peut-être terminé aussi, c'est-à-dire que, et ça on en a parlé hier, revenir à 62, 63 est tout à fait plausible également au vu de ce qu'on voit. Tant qu'on n'a pas perdu ce momentum-là, en tout cas pour le moment, on peut pas vraiment dire que ça sera le cas. Attention parce qu'une flat pourrait nous emmener dans un faux scénario, c'est-à-dire perdre le momentum, donc commencer une grande 2, enfin une 2, alors que ça n'est pas le cas, donc il faudra être vigilant, je pense, sur ce point-là, 66. Mais voilà, c'est une zone où les shorters s'épuisent et c'est peut-être le moment du coup
en intraday en tout cas, d'essayer d'en passer un petit peu. Concrètement, le 15 minutes, bah, c'est un petit peu la même idée. C'est-à-dire que on peut voir éventuellement quand même plutôt des impulsions vers le haut ici, hein, vous le voyez. Quand je dis les 15 minutes, je regarde ça, d'accord, là, ce qu'il y a là, ici, d'accord. C'est pas la peine de regarder ce qu'il y a avant, on l'a regardé juste avant, quand on a regardé le 1 heure, d'accord. Donc quand je dis le 15 minutes, c'est ce que je regarde là. Concrètement, ce qu'on peut voir, bon, c'est déjà qu'on tient un momentum, du coup, également sur cette poussée-là. Et là, du coup, vous comprenez que ce qu'on regarde, c'est une time frame plus petite, donc un horizon de trade qui va plutôt se placer sur 2 jours, je dirais, en 15 minutes, 1 ou 2 jours. Et concrètement, ce qu'on voit là, c'est plutôt quand même des impulsions vers le haut, des corrections vers le bas. Impulsion vers le haut, ici, flat étendu, d'accord, flat étendu là-dedans. Impulsion vers le haut, correction vers le bas ici. Donc, voilà, on a peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose de plutôt impulsif en 15 minutes vers le haut, tant qu'on tient ce momentum-là. Hein. C'est-à-dire ici, vous le voyez, ici, les creux. D'accord. Il ne faut pas perdre ce creux-là, 67,5. Faute de quoi, ben, on perd une partie de la structure. On peut se marquer dans une correction peut-être un petit peu plus grande. Mais en soi, quand on regarde la gueule du truc, ben là, vous avez un très joli flag hein, qui était tout à fait tradable. Pour pousser, reproduire finalement l'impulsion, la première impulsion à la suite de la cassure de cette correction-là. Ça a été fait, vous voyez que ça a été touché. Derrière, un peu plus compliqué de prendre cette flat étendue. Les flats étendues sont toujours un peu compliquées. Et puis derrière, pour l'instant, rejet sur ce niveau-là. D'accord. Donc confirmation haussière, c'est de venir casser ça, qu'on aura une impulsion supplémentaire. Ok. C'est de venir péter ce qui se passe là-dedans en 15 minutes. Vous voyez ici qu'il y a un rejet 15 minutes systématique. D'accord. Si je vous le montre. Donc encore une fois, on regarde que ça, c'est pas la peine de se prendre la tête avec le reste. Puisqu'on l'a déjà regardé, hein, la tendance de fond derrière, elle est haussière sur le 1 heure. Et là, vous voyez qu'il y a un très joli 15 minutes. Clôturer au-dessus sera un signal haussier, c'est-à-dire clôturer, ouvrir et fermer, hein, c'est-à-dire tout simplement faire un corps de bougie entier, ouverture, fermeture au-delà de ce niveau, veut dire je suis pas dans une prise de liquidité, comme ça peut être le cas ici et là, je suis plutôt peut-être dans quelque chose d'un peu plus pérenne. Ce qui nous donnerait un push supplémentaire. Et là, en l'occurrence, difficile, je dirais, de se placer parce que 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, on est peut-être sur le début d'une 2 plus importante pour revenir ici, par exemple, sur le momentum initial autour des 67. Donc, en intraday, à part jouer la continuation sur le momentum, donc sur la trend ici, à part regarder une petite tendance haussière en 15 minutes qui certes est jolie et donc du coup payer les corrections, dès que j'ai une impulsion, je paye les bas de correction ou les cassures de correction, d'accord, ça dépend de votre psychologie, là vous faites un petit peu comme vous voulez. Mais en soi, d'une manière générale, c'est plutôt mignon de 15 minutes, je trouve. Si on va sur le 5, eh ben on vient juste de potentiellement casser ce petit canal ici. D'accord, c'est pareil, c'est une correction 15, hein, mais on le voit ici. On tient un petit momentum ici, là-dessus. Attention, ça a l'air plutôt correctif quand même. Ça. Donc je dirais pour le début de journée, pour la suite de cette vidéo, là, peut-être quelque chose qui nous donne une impulsion vers le bas supplémentaire. Pourquoi pas. L'inverse, si on faisait autre chose, ça serait accélérer ce momentum-là. C'est-à-dire, je suis là-dessus, et là j'ai un push qui me permet de dire, ah, attention, là, en fait, j'ai une petite parabole qui se crée, quelque chose dont le momentum s'accélère. Voilà, à ce stade, je trouve que ça a l'air plutôt correctif. Donc, ce serait pas forcément le bon point d'entrée. Jouer le momentum ici, pourquoi pas, mais j'aime pas trop ce que je vois là, donc ça me dirait peut-être plutôt, voilà, retour sur ces zones-là, à savoir 67,3 si je me trompe pas. Et c'est pareil, attention à la flat. Donc sur des time frames plus importantes, j'aurais tendance à dire peut-être que c'est plutôt cette flat là qu'il faut jouer. Donc petite structure, c'est joli, mais je trouve ça pas extrêmement engageant là où on en est, hein, voilà. En soi, on reste sur une tendance haussière sur le 15, tant qu'on tient le momentum qui est ici, d'accord. Mais j'aurais peut-être pas, moi j'ai fait beaucoup d'intraday. Ce qui est d'ailleurs la meilleure technique pour se forger,
vraiment, comment dire, il vaut mieux, si vous commencez à trader, il vaut mieux trader ces petites 1 minute, 5 minutes, parce que des fois les gens disent mais ça sert à rien, pourquoi tu regardes ça, etc. Il vaut mieux passer 1, 2, 3 trades par jour, et du coup, dans l'apprentissage, on est beaucoup plus, et dans les structures, parce que après ça, je le regarde en weekly, j'ai la même vision que ce que j'ai en 5 minutes. Il vaut mieux passer 3, 4, 5 trades par jour pour être dans cette forme d'apprentissage-là, que de tout simplement passer 2 trades par an, quoi. Vous apprendrez beaucoup plus. Là, on peut voir, on est sur un niveau 5 au rejet, qui se trouve à peu près par ici. J'aurais bien aimé avoir quelque chose qui regroupe tout, c'est-à-dire... Et je pense que c'est le 15, hein, c'est le 15 qu'on avait mis là. Donc là, ouverture clôture au-dessus de ce 15-là, ça nous dit, hey, peut-être bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Là, je suis en 5, hein, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des ouvertures clôture au-dessus. Mais là, en 15, on voit très bien que ouverture clôture au-delà de ça, ça pourrait nous dire, regarde, je suis sur une structure qui vient s'installer réellement, qui ne fait pas juste des mèches en 15 minutes et ensuite est rejetée. Je suis sur une structure je suis sur une poussée qui est plus qu'une prise de liquidité, puisque là, vous comprenez qu'on est massivement revendu au spot, shorté, etc. Le marché se retourne sur ces zones-là. Pourquoi ? Parce que les acheteurs qui ont longué toute cette structure ici, d'abord ils arrêtent de vendre sur ces niveaux-là, puisque c'est un niveau logique de vente. Donc ici, vous avez des algos à la vente qui vendent leurs contrats. On est encore une fois dans un marché de leverage. Vous avez des vendeurs ici qui vont systématiquement venir pousser l'algo à vendre, à arrêter de vendre, pardon. Donc, par exemple, là, on vend tout le long. Ici, on arrête de vendre. Et ici, vous avez la même chose. Donc, si jamais vous commencez à installer une bougie entière au-delà de la time frame 15 minutes, au-delà de ce niveau, vous êtes en train de dire, finalement, ça y est, les algos ont vendu ce qu'ils devaient vendre. Et on n'est plus sur de la prise de liquidité. On est potentiellement sur autre chose. C'est-à-dire qu'il y a une zone d'intérêt à l'achat, une vraie zone d'intérêt à l'achat qui est en train de se créer. Tout simplement parce que certains ici ont fini de vendre, mais également parce que les shorters se fatiguent. À l'inverse. Et puis voilà un petit peu l'idée. On va pas faire 25 minutes là-dessus non plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est allé jusqu'aux 1 minute. Globalement, il n'y avait pas grand-chose à voir en 1 minute. En tout cas, on avait déjà fait le point avec le 15 et le 5 sur le fond de l'idée. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con. C'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Là, pour le coup, tiens, on va parler de trading. Quelle est votre UT favorite, justement? Quelle est l'UT que vous avez tendance à regarder assez souvent, etc. Personnellement, moi, j'aime beaucoup le 4 heures. C'est, on va dire, mon point de repère, parce que dans ma temporalité, ça va bien. Et puis, j'aime beaucoup le 15 aussi. Voilà, c'est mes 2 UT où je trouve qu'on trouve beaucoup de repères en 4 heures et en 15. J'ai du mal à voir les choses en daily. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire plus ou moins le 4 heures vient prendre la liquidité de la semaine à peu près, je trouve. En tout cas, quand vous tradez une 4 heures, c'est un trade qui va durer à peu près une petite semaine. Et quand vous traitez le 15, c'est 2-3 jours. Donc voilà, je trouve que c'est des TF qui sont intéressantes à regarder aussi pour avoir une structure de fond. Et quand même rester dans des prises de profit qui sont intéressantes. Ça correspond plus à mon UT maintenant, au sens où je cherche des trades un peu plus longs, voire même des trades qui se basent sur le daily, donc qui vont peut-être durer 2-3 semaines à se mettre en place. Donc j'attends qu'on passe sous la structure daily pour lancer ce type de trade, ou j'attends qu'on casse quelque chose en daily. Voilà, ça pourrait correspondre, c'est vraiment les UT que je regarde le plus. Voilà, 4 heures, 15 minutes et daily, je pense que c'est une habitude. Et le daily 4 heures correspond de plus en plus à ma volonté de trader, de passer moins de temps derrière les écrans par rapport à ce que je faisais avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était assez énergivore, c'était plus rétributeur parce que j'avais vraiment cette vision de la petite structure en permanence. Et je jouais les petites structures en permanence pour pouvoir tout simplement booster un petit peu du rendement, et que
Regarder la petite structure vous oblige à avoir une visibilité du marché quasi permanente, donc passer énormément de temps devant les écrans, mais ça vous aide aussi à avoir du trade management qui est sans peur et sans reproche, entre guillemets, c'est-à-dire, bon, ok, là je vois que mon critère d'aide à la décision sur ma petite TF ne se met pas en place, tout simplement je coupe mon trade. À l'inverse, je vois que les choses suivent leur cours, et ben du coup ça peut m'aider tout simplement à rentrer. Il m'est énormément arrivé de faire des entrées sur des 5 minutes, des niveaux, hein, j'entends, des 5 minutes, et finalement de changer du thé en cours de route, c'est-à-dire de me dire, bon bah ok, je pense que effectivement on peut aller chercher largement au-dessus de la structure. C'est le genre de choses que vous pouvez faire uniquement quand vous avez totalement dérisqué votre position, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter quand même, si vous faites une entrée en 5 minutes, à prendre un premier profit sur la TF 5 minutes, tout simplement parce que c'était l'objet du trade au départ. Donc ce que vous allez chercher derrière, c'est soit la moitié du trade qui vient chercher un rôdeur, voilà, ce genre de choses, mais j'ai pas le sentiment que ça soit extrêmement intéressant de se tromper de time frame, quoi. Voilà, l'idée de fond, elle est vraiment extrêmement importante de ce côté-là, c'est que d'une certaine manière, il faut vraiment faire attention à ça, c'est-à-dire vous rentrez sur une UT, vous sortez sur une UT. Vous pouvez par contre rentrer sur une UT, dérisquer un trade et laisser un runner changer de time frame en cours de route parce que vous vous dites la 15 minutes va renverser la 4 heures qui elle-même va renverser la daily, ça c'est possible. Mais pour le coup, il faut pas que ça soit systématique. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de profit dans le niveau dans lequel vous êtes rentré. Et si vous avez cette discipline-là, tout devrait plutôt bien se passer. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, dites-le, mettez un like puisque c'est important. On se retrouve demain, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.